Je pense on go sur l'actuel Fonda. Je pense Vas-y. c'est C'est parti. c'est pas mal. Je te laisse mettre mon écran et on attaque. Yes, je l'affiche. Hop, c'est affiché. Voilà, donc c'est parti pour le Coin Hebdo. Il y a plein de petites news, donc on va essayer de pas bloquer pendant 10 ans sur chaque news parce que sinon je vais passer 15 ans sur l'actu Fonda. Bref, donc on commence du coup avec deux airdrops. On a d'abord l'airdrop du bridge multi-chain, interchain wormhole avec 6% du supply total qui va être dédié à l'airdrop. Je suis éligible sur 3 wallets sur Solana et j'ai pas encore checké mes wallets EVM, etc. Donc normalement on va manger. Hein. Normalement on va manger. Je crois que le prix du jeton en pré-market a un petit peu baissé. On est sur 1,53 actuellement. Je partage juste mon écran rapidement. Ouais. Hop, on est sur du 1,47, 1,53. En pré-market. Donc ça, évidemment, c'est des chiffres qui sont pas forcément ultra représentatifs. Mais voilà, c'est parce qu'il y a que 55 000 $ de volume aujourd'hui, par exemple, sur Hyperliquid, sur le token de Wormhole. Mais au moins, on peut avoir une idée de où on se trouve, etc. Je crois qu'il y a 10 milliards de jetons, donc ça ferait 15 milliards de FDV, quelque chose comme ça. Donc voilà, en tout cas, c'est plutôt sympa. Et je pense que en soi, c'est peut-être l'airdrop qui a été le moins farmé dernièrement et qui semble être le plus gros. Tous les gros protocoles comme ça, on est sur des 1, 2, 3 milliards de capitalisation et du 10, 15, 20 milliards de FDV. Donc voilà, hein, c'est la nouvelle méta. Je peux te dire d'un côté, c'est complètement ahurissant, mais si on est parti pour battre des nouveaux records de capitalisation de marché global, et je parle pas seulement de Bitcoin, bah y a de l'upside potentiel. Après voilà, c'est un jeton de gouvernance. Moi, c'est pas quelque chose qui m'excite plus que ça, mais d'un autre côté, je sais que Wormhole, c'est un gros bridge, quoi. Ça, on peut pas le nier. Surtout que tu as vu que maintenant, genre tout ce qui est sur le même créneau a eu tendance à mieux se capitaliser, notamment Axelar. Parce que genre tout le monde se dit, mais attends, mais Wormhole ça vaut 15 milliards, Axelar ça vaut, je sais pas, peut-être 3, 4, 5 fois moins. Et du coup, voilà, tu vois que Axelar est à 1,3 milliard de market cap, faudrait regarder la FDV. Mais en tout cas, ce qu'il faut voir, c'est que tous les tokens liés à des bridges, etc. et de l'interopérabilité, c'est mieux capitalisé, quoi. On va pouvoir enchaîner sur la suite parce que, comme dit, il y a beaucoup d'éléments. Donc, cette fois, on a juste BlackRock qui, cette fois, aimerait investir avec certains de ses fonds, donc Global Allocation Fund et Strategic Income Opportunities, qui pèsent 18 et 36 milliards respectivement. Ils voudraient acheter de l'ETF Bitcoin, donc s'exposer à Bitcoin eux aussi. Voilà, donc BlackRock, encore une fois, le fonds d'investissement le plus capitalisé au monde, avec ses copains Vanguard et compagnie. Donc, assez bullish d'un côté, critiqué d'un autre parce qu'on n'aime pas que la grande finance s'intéresse à Bitcoin, mais c'était évident du départ. Je fais une petite parenthèse là-dessus. Alphine, qui est la première personne à avoir reçu des Bitcoins de la part de Satoshi Nakamoto, une personne qui s'est énormément investie dans Bitcoin, a posé des écrits très tôt, dès l'année 2010, je crois, sur Bitcoin Talk pour dire Bitcoin, s'il remplit sa mission, il servira de collatéral dans des banques et des banques centrales pour l'émission de monnaie, comme on a pu avoir à l'époque un étalon or avec du dollar adossé à l'or et d'autres monnaies étatiques adossées à l'or. C'est évident que la grande finance va s'intéresser à Bitcoin. Mais pour moi, en fait, ce qui est assez intéressant là de la part de BlackRock et qui est assez big, en fait, c'est que, pour faire très simple, jusqu'à maintenant, avec les ETF Bitcoin Spot, en tout cas l'ETF Bitcoin Spot de BlackRock, BlackRock offre la possibilité à n'importe quel investisseur professionnel qui a accès à des instruments américains de pouvoir investir dans Bitcoin via un ETF. Donc en gros, ils donnent l'instrument pour investir et spéculer potentiellement. Là, ce qu'ils font, c'est qu'ils disent à leurs clients, genre nous, il y a des fonds qu'on gère dans lesquels vous mettez de l'argent et dans ces fonds-là, maintenant, on va mettre une partie des fonds qui sont gérés dans Bitcoin. Et donc là, c'est entre guillemets des petits fonds, parce que 18 et 36 milliards, ça fait quand même de l'argent, mais je suppose qu'il y a beaucoup plus gros encore. Mais si BlackRock conseille globalement, ou en tout cas intègre Bitcoin dans certains fonds et certaines stratégies, bah là, ça pousse directement ses clients à avoir du Bitcoin passivement, en fait, sans même nécessairement le savoir ou sans même avoir un intérêt par rapport à Bitcoin. Donc là, c'est assez big. Et on a vu aussi Fidelity dans le même registre qui a dit qu'ils allouaient, je crois, 2 ou 3% de leur fonds sous gestion à Bitcoin. Donc là, en fait, on voit qu'il y a des géants qui préconisent et recommandent activement la classe d'actifs Bitcoin et qui intègrent Bitcoin en fait dans les fonds qu'ils gèrent. Donc ça va même au-delà de permettre aux gens d'investir, c'est soit une recommandation, soit une intégration directement dans leur stratégie d'investissement. Donc ça, pour moi, ça amène un flux constant acheteur sur les ETF, notamment beaucoup d'inflow. Ce qui est assez impressionnant, surtout que si BlackRock et Fidelity le font, je pense que tout le monde va suivre. Et ce qui est assez fou aussi, c'est que sur ces fonds-là,
pour moi, c'est des instits. Donc, quand ils investissent des fonds, etc., c'est pas pour les retirer 3 ou 6 mois après. C'est-à-dire que c'est de l'argent Exact. qui rentre et qui n'est pas prêt de sortir, je pense, Oui. en majorité. Donc, bah, c'est très bullish, quoi. Bah, c'est Enfin, bullish, moi, je non, trouve mais que c'est c'est très surtout, positif. c'est la street cred, gros. C'est vraiment, on a vraiment les rois du capitalisme, qu'on se le dise, les nouveaux rois du capitalisme, qui posent des billes dans Bitcoin aussi sérieusement qu'ils le poseraient Ouais, dans de banal. l'or, tu vois. Et surtout, t'as Larry Et Fink qui va à la télé qui dit genre Bitcoin c'est plus gros que les gouvernements. c'est Et ça. il dit Oui, si vous avez peur de récemment, votre effectivement. gouvernement, etc., genre Bitcoin c'est une bonne solution. C'est l'or digital et c'est limite mieux que l'or. Ce qu'on dit depuis des années, mais ouais. Et il disait que globalement, les États où genre il y a une certaine terreur qui est présente ou qui a trop d'inflation, bah, en gros, Bitcoin est un bon hedge et une bonne solution pour se protéger. Et l'intervieweur lui dit du coup c'est pas le cas d'ici, en parlant des US, et il dit je ne rentrerai pas sur ce terrain-là. Ouais, bien sûr, mais bien sûr. Et c'est pour ça que, tu vois, j'ai vu des gens, je pense à Gilles Cadignan qui dit gros retournement de veste. Pour moi, il n'y a pas de retournement de veste. Enfin, publiquement, si. C'est Jimmy Mais Dimon qui a retourné sa veste et qui est un gros enfoiré. Larry Fink, je crois pas qu'il a globalement si, chié si, sur si, Bitcoin. il disait mot pour mot que c'était un index du blanchiment d'argent il y a quelques années. Ok, parce que moi dans ma tête, en gros, t'avais Mm. Jimmy Dimon qui était en mode je crache sur Bitcoin et puis je dis toutes les personnes qui ont du Bitcoin chez moi, chez mes traders, je les vire et puis au final Mm. on en achète ou on a des targets de fou. Mm. Et je pensais que Larry Fink était un peu plus propre sur ce sujet-là, en tout cas qu'il était un peu plus cohérent. Regarde, en 2017, l'index du blanchiment Jamie d'argent. Dimon, ouais. Oui, mais Jamie Dimon, mais pas Larry Fink. Fink. Ok, Fink. parce qu'en gros c'était le, j'avais pas vu le. Ok. Ouais. Tu vois, regarde, BlackRock CEO, etc. Donc, Ce qu'on peut retenir, pour moi, ici, et la leçon qu'on peut retenir, c'est ne croyez pas ce qu'ils disent, regardez leurs actions. et l'argent n'a pas d'odeur, tout simplement. Ensuite, on enchaîne toujours dans ces histoires d'ETF pour dire que justement la SEC repousse sa décision sur les ETF Ethereum Spot. La prochaine date importante, ce sera le 23 mai 2024. Donc, on parlait des propositions d'ETF de BlackRock et de Fidelity. Donc, affaire à suivre. Il y a une phrase que j'avais notée qui dit que en gros, on ne peut pas appliquer BT méchant la décision de Bitcoin sur celle d'Ethereum. Ce n'est pas les mêmes actifs. Ça n'a pas été géré de la même façon. Et c'est pour ça que la SEC, pour le moment, elle temporise un petit peu. Parce que, si tu veux, Bitcoin, c'est du proof of work. C'est resté du proof of work. Il n'y a pas eu de pré-mining. Il n'y a pas une fondation Bitcoin, etc. Ethereum, il y a quand même des conflits d'intérêts un petit peu différents. Donc, on pourrait classifier ça peut-être d'une classe d'actifs différente. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous, on parle de crypto, on dit c'est la classe crypto. Mais du point de vue des régulateurs, Bitcoin, c'est un cas. Et puis après, tout ce qui va être computing décentralisé, donc tout ce qui va être layer 2 de Bitcoin, Ethereum, Solana, etc., ça va être une autre histoire encore. Juste pour te compléter, en fait, je pense que la décision de delay, en fait, leur réponse, Ouais. en fait, elle est banale dans le sens où, genre, c'est ce qu'ils ont fait sur Bitcoin et globalement, pour moi, la SEC va se donner le plus de temps possible, en fait. Donc, en fait, ils vont jouer la montre jusqu'au bout, jusqu'au moment où ils seront obligés de donner une décision finale sur la soumission, une demande d'un ETF Ethereum Spot par certains. Donc, en gros, globalement, ils ont plusieurs échéances pour donner un avis, commenter ou dire qu'ils approuvent. Et après, ils ont une date sur la décision finale. Et en fait, la décision finale, c'est en mode, genre, ils sont obligés de donner un avis final sur le truc, si c'est oui ou si c'est non. Pour moi, ils vont aller jusqu'à la date de décision finale pour les soumissions d'ETF Ethereum Spot, en fait. Et lorsqu'il y aura une décision finale qui est assez proche sur une de ces soumissions-là, ils vont devoir être clairs dans leur position parce qu'ils pourront pas dire non à un ETF et oui à un autre sur Ethereum. Tu vois, ils pourront pas dire non à Vanek ou Fidelity et oui à BlackRock. Donc pour moi c'est simple, ils jouent la montre jusqu'à la date et l'échéance finale. Et puis là on aura soit un oui collectif, soit un non collectif, mais je pense pas qu'il faille s'attendre à quelque chose d'autre. Ça sent la quenelle, et si quenelle il y a, je sais pas comment le marché réagirait, mais j'aurais tendance, tu vois, à l'approche de cette date-là, à peut-être réduire mon exposition au marché par anticipation. Moi mon plan, c'est, enfin en tout cas ce que j'espère, c'est un maximum de FUD sur les ETF Ethereum pour genre avoir des deep buy et ensuite voilà. Enfin, genre il y a pas mal de raisons pour que la SEC refuse, mais en même temps, tu vois, t'as pas mal de raisons aussi qu'ils acceptent. C'est-à-dire qu'ils ont fait un premier pas vers Bitcoin et surtout que BlackRock a aussi soumis sa demande d'ETF Ethereum Spot. Tu vois, genre est-ce que BlackRock ils vont pour rien? Je crois qu'historiquement ils ont quasiment aucun refus. On a vu à quel point BlackRock a été influent sur les ETF Bitcoin Spots.
je pense qu'on peut s'attendre à quelque chose de similaire. Alors évidemment, le cas est similaire, ça il faut être clair. C'est pas, enfin, genre Ethereum, c'est pas du tout lancé de la même manière que Bitcoin. C'est pas exactement les mêmes types d'actifs. Donc c'est pas la même fonction aussi. C'est pas la même fonction. Et le truc, c'est que tu as une jurisprudence aussi qui est, bah, si on accepte Ethereum, le next, c'est quoi? C'est Cardano, c'est Solana, c'est Avalanche, c'est Cosmos, etc. Et là, après, faut la jouer fine, quoi. Faut la jouer fine. Si jamais on doit avoir un super cycle, je pense que ce sera ce cycle-là. Parce que si on a de l'argent qui rentre massivement via les ETF et que genre ça ne change rien à la volatilité de Bitcoin et au retracement qu'on a à partir du top du marché, bah en fait je vois pas qu'est-ce qui pourrait le faire changer cette nature-là. Donc pour moi, s'il y a un super cycle, c'est ce cycle-là. Définis super cycle pour les gens qui demandent. Super cycle, c'est globalement un marché haussier plus long avec des retracements moins profonds. Okay. Je pense que c'est ce que les gens entendent par là. Moi, pour l'instant, c'est pas un scénario que je privilégie, mais si jamais il devait arriver, pour moi, c'est ce cycle ou jamais. J'ai du mal à concevoir que les cycles d'après soient différents, alors que là, on a vraiment l'instrument pour faire rentrer les instits, quoi. Là, c'était vraiment la dernière pierre à l'édifice pour faire rentrer massivement les instits. Et, alors après, tu peux avoir aussi les gouvernements, etc. Donc ça aussi, ça peut impacter le truc, mais voilà, je pense que si jamais il doit y en avoir un, c'est ce cycle-là. Par contre, moi, je suis très clair, j'aime qu'on me prouve le contraire. C'est-à-dire que pour moi, jusqu'à maintenant, on n'a jamais eu de super cycle. Exact. Donc, on a toujours eu des retracements de 80-85% sur les cryptos. Tant que je vois pas l'inverse, j'aurais pas tendance à croire qu'on est dans un super cycle. Et la question aussi qui se pose, c'est, dans le cas où on est dans un super cycle, à quel moment tu rachètes? C'est-à-dire que si tu as genre un retracement du marché qui est de 50% au lieu de 80 ou 75, ça change pas mal de choses. Donc, comment tu te positionnes? Est-ce que tu changes ton positionnement fondamentalement en tant qu'investisseur? Je sais pas. Ouais, c'est compliqué. On réfléchit beaucoup, on se projette beaucoup, mais je trouve que c'est des réflexions qui sont assez intéressantes parce que globalement, pour moi, les ETF ont vraiment impacté fondamentalement la nature des acteurs et la nature de la taille de capital qui rentre en fait dans le marché. Donc c'est normal qu'on se pose ces questions-là, quoi. Bah moi en fait, j'ai vu un message hyper intéressant dans le chat, c'est la tech est pas prête pour un super cycle. Moi je parlerai pas de la tech ça commence à être bon, mais niveau use case, tu vois. Il faut pas confondre. Moi quand je parle de super cycle, moi je parle uniquement des prix et de la capitalisation, etc. Et en soi, c'est forcément il y a une certaine corrélation avec l'utilisation, mais elle est pas forcément proportionnelle. C'est pas parce qu'on a des prix qui sont 10 fois plus hauts qu'on a 10 fois plus d'utilisation sur la blockchain et qu'on sera en PLS, tu vois. Moi, mon argument, c'est plutôt que, tu vois, je veux dire, j'ai déjà posé des questions en sondage sur Twitter. Quand le marché, il pump comme ça, tout le monde se dit les alts sont sous-évalués, ça a de l'upside, c'est trop utile, machin, mais personne les utilise. Et puis dès que ça dump, tu vois, les gens n'ont aucun remords à dégager leurs alts comme si c'était de la merde en boîte. Alors, voilà. Alors, pour moi, le super cycle, juste pour terminer là-dessus, s'il doit arriver, pour moi, il arrive sur Bitcoin, Ethereum et sur globalement ceux qui ont les ETF avec le plus gros de flows entrants. Mais pour moi, le super cycle, ça n'arrivera pas sur les alts. Parce que la nature même des altcoins, c'est des capitalisations qui sont beaucoup plus faibles et des acteurs qui sont beaucoup plus émotifs. Et donc des acteurs positionnés qui sont beaucoup plus irrationnels que sur Ethereum et Bitcoin. Donc pour moi, s'il y a un super cycle, je sais pas s'il y en aura un. Je pense qu'on n'en aura pas un jusqu'à preuve du contraire. Parce que voilà, je préfère qu'on prouve que j'ai tort que j'ai raison. Et dans tous les cas, si on prouve que j'ai tort, et donc qu'on a un super cycle, moi ça m'arrange. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les alts, pour moi, ça restera un indice du fear and greed du retail. C'est beaucoup moins liquide, beaucoup moins capitalisé. Et donc pour moi, les alts n'auront pas de super cycle, surtout que technologiquement les choses avancent toujours super fortement. Les coins qui sont populaires à un cycle sont pas forcément le cycle d'après parce qu'il y a tellement d'innovations technologiques et disruptives que en fait c'est difficile de rester impactant et pertinent sur plus de 4-5 ans, quoi, vu les innovations technologiques. Parce que des coins qui avaient le dernier cycle et qui performent aujourd'hui, enfin en tout cas qui arrive à performer autant que Bitcoin, il y en a peu actuellement, quoi. Par contre, c'est vrai que tu vois, quitte à parler d'alt, on va les classifier. Il y a des grosses alts de type Layer 1 qui ont extrêmement bien géré leur cycle. Tu Lesquels? En fait, en comparaison, tu as EOS, tu vois, EOS, on n'a pas une nouvelle ATH. Enfin, d'un point de vue prix, je veux dire. Ouais, d'un point de vue price action. Et puis, c'est parti à la cave. Alors, moi, ce que je veux dire, c'est qu'on a du Solana, du Avax, du Polygon. Avalanche, c'est à la cave. Genre Solana, il se tient bien, mais c'est une exception. Elrond, c'est à la cave.
Avalanche n'a qu'un cycle. Hein, Tezos, c'est à la cave. EOS, c'est à la cave. Polkadot, c'est à la cave. Polygon, il se tient. Parce qu'il a su se réinventer. C'est ça. Enfin, tu vois, dans les Layer 1 qui perfent aujourd'hui, enfin, tu vois, même les NIR et que c'est à la cave. NIR, ça se reprend bien. C'est justement là où je souhaite en venir, c'est que je pense que tu vas. Moi, j'ai à la cave, c'est genre, on a un Ethereum qui est sur le point de faire un ATH. Ouais. Qui est The Layer 1. C'est vrai, vu comme ça, c'est vrai. Vu comme ça, c'est vrai. Et moi, je pense que, tu vois, ces Layer 1 là ont un potentiel d'upside. Ah, mais moi je dis pas craquer des ATH. Hein. Moi je dis pas qu'ils réussiront qu'ils réussiront pas à faire un nouvel ATH, mais c'est juste que c'est pas genre mon focus quoi. Après, je suis pas placé sur NIR, j'ai un petit peu d'Avax, mais pas grand chose. Je suis très placé sur Solana, question de conviction. Mais je regarde Phantom, tout. Moi aussi. Tu vois, et Phantom aussi qui se réveille, hein, tu l'as tweeté d'ailleurs. Hein. Phantom qui nous fait un wake-up avec Sonic qui va arriver. Moi, je vais être très attentif justement sur cette génération de Layer 1 qui peuvent très rapidement, entre parenthèses, se réinventer et faire venir des liquidités en créant des hypes. Et ça va être pareil sans doute avec Aptos. En ce moment, on parle beaucoup d'Aptos parce qu'il y a un déblocage de jetons là pour le 16 mars. Mais il y a plein de trucs qui se buildent. Ouais, mais Aptos, tu vois, genre c'est son premier cycle en vrai. Ouais. Tu vois. Donc pour moi, c'est genre il a pas encore eu l'occasion de briller. Ouais, mais tu vois, il est sorti en bear, il aurait pu partir à la cave et fin de l'histoire. Ouais, il est sorti en bear, il est sorti en fin de bear. Hein. À surveiller. Mais moi, je pense qu'il y a pas mal de Layer 1 alternatifs qui ont encore leur mot à dire. Je suis pas là à vous dire genre c'est Layer 1, c'est de la merde, etc. Genre là, déjà, on parle de prix. Donc prix fondamental, c'est différent. Moi, je suis plus en mode spéculation court terme, etc. Et ce que je veux dire par là, c'est que moi, par exemple, j'ai acheté du Phantom, j'ai acheté du Atom, etc. J'ai acheté pas mal de trucs, y compris donc dans les Layer 1 dont tu as cité. Et en fait, genre, tu peux très bien faire un x5 sans break l'ATH. Et moi, c'est ce que je vise actuellement sur la majorité de ces Layer 1, sur lesquels je suis positionné, pour certains, c'est de prendre des x2, x3, x4, x5, parce que juste ces trucs-là sont allés à la cave, et sans même atteindre un ATH, je peux avoir des multiples qui sont assez fous, et beaucoup de gens qui ont déjà capitulé, en fait. Donc, il suffit d'avoir un peu de momentum, 2-3 annonces, un partenariat, une euphorie du marché, etc., une all season, ces trucs-là pourraient péter techniquement. J'utilise le conditionnel. Donc, c'est vrai que beaucoup sous-performent Ethereum, hein. Clairement. Moi, je cherche pas à faire des braquages en mode... Enfin, sur la majorité de ces LL1, je pense pas que je vise en mode nouvelle ATH, to the moon, etc. Mais je pense que rien que le fait de retourner à 38% de retracement de toute la baisse de ce cycle-là, ou même 61%, donc 61 à 78% qu'il a reload zone, donc il a la zone optimale pour les vendeurs si jamais on n'a pas de nouvelle ATH et qu'ils veulent défendre le top, bah à ce moment-là, juste le fait d'atteindre ces zones-là, t'arrives sur des x3, x4, x5, x6 pour certains. C'est pour ça. On va surveiller ça, en tout cas. Long story short, parce que ça fait un moment qu'on parle de ça. Si sur per cycle il y a, ce sera plutôt pour ces deux qui ont beaucoup plus de bouteilles et qui sont dans le viseur des institutionnels. Et les autres, bonne chance. Bonne chance à tous. On est beaucoup plus dans le pari spéculatif pur et dur. Et moins dans le fondamental. On a du coup Pantera qui est en train de négocier avec FTX pour essayer de racheter du Solana pas cher. Donc, on parlerait de Solana à $60. Une remise donc de 39% sur le prix moyen des 30 derniers jours, sauf que ça a pumpé depuis. Par contre, les jetons seraient bloqués 4 ans. Ouais, une putain de honte. C'est bien ce que je dis. Mais parce que c'est notre putain de fric qu'ils sont en train de vendre à moins 60% ou moins 70% là. Ils aillent se faire enculer, sérieusement. Rendez-nous notre oseille. Vous êtes là, vous offrez des putains de discounts à moins 70% à des VC, à des fonds d'investissement, mais allez vous faire foutre, c'est notre oseille, non? Enfin, c'est vrai. Là, on parle de FTX. On parle de FTX. Donc là, c'est nos sous, là. Genre en mode, parce qu'ils ont décidé, on allait... Enfin, alors, t'as l'argument de... ça peut avoir un impact sur le marché, etc. Mais vas-y, frérot, genre, sur les bacs que t'as... En fait, le problème, c'est que eux, genre, pour terminer, en fait, la phase de faillite, de liquidation et de refund des clients, en fait, ils sont obligés d'aller vite. Et je peux comprendre que, tu vois, les gens qui ont perdu leur argent sur FTX veuillent récupérer leur argent vite. Mais pour le coup, là, c'est juste du vol parce que FTX sont dans l'urgence, en fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Enfin, je sais après, pas si vous vous rendez compte, mais après, c'est pas tout leur fric. C'est une partie des sols, quoi. Je sais pas, genre, tu te dis, nous, on vend sur un an. On vend genre un petit peu tous les jours pendant un an et genre t'as pas d'impact sur le marché ou quasiment pas. Donc mais le problème c'est qu'ils sont dans l'urgence, qu'ils doivent rembourser rapidement et du coup t'as des mecs qui vont se gaver quoi. Après 4 ans c'est long. Hein. 4 ans c'est très long. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez dans le chat, mais moi, c'est comme si on dit, pour le coup, FTX vend ses bitcoins à genre $25,000 à, je vais le dire frère. Mais là, en fait, A16Z, voilà. La question, elle est simple, c'est est-ce que c'est compliqué de vendre au marché au prix actuel de $145 le sol
Pourquoi passer par un Ça dépend VC, de la tu vois? quantité en fait. Mais là, pour le coup, c'est 250 millions Ouais, de dollars de Solana, de ce que je comprends. c'est ça. C'est peut-être ça la difficulté, hein, au Mais fond. 250 millions de dollars, c'est une goutte d'eau. Hein. Pour moi, 250 Bah, millions de dollars, en un mois, tu les liquides sur le marché. Hein. qu'est-ce qui explique ça alors? Enfin, qu'est-ce qui explique ça? Je sais pas, frère. Franchement, j'arrive pas à comprendre. Ensuite, on a Revolut et MetaMask qui s'unissent. Donc l'idée, c'est de pouvoir alimenter son wallet MetaMask directement via Revolut, qui est une banque en ligne. Alors j'ai essayé d'accéder à l'option, je l'ai pas trouvé. Je l'ai pas trouvé pour le coup. Par contre, ça m'a permis de regarder un petit peu comment se passait le process d'achat MetaMask par carte bancaire et par virement. Je l'ai jamais fait, tu vois, je suis toujours passé par l'option exchange et c'est vrai que c'est intéressant. Processus d'achat, imaginons je vais acheter pour 1000 euros. C'est assez intéressant, tu vois, tu choisis quel actif et sur quel réseau. Donc d'ailleurs, tu as plein de layer 2 et sur les layer 2, ils prennent des frais de monstres. Bref, je laisse charger, c'est extrêmement long et désagréable. Et du coup, bah là, voilà, c'est proposé l'option en plus Revolut, en plus de tous les autres partenaires. Alors normalement, tu as Banksa, tu as Ramp, etc. Je sais pas pourquoi ça charge pas, ça casse la tête. Bref, ensuite, donc ça, je vais faire très rapide. C'est-à-dire donc le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud et les partenaires, mais c'est surtout principalement ces grands pays avec la Chine qui lead un petit peu le truc, qui veulent proposer une alternative au système du dollar, mais aussi au système SWIFT, un système mondial, mais qui a tendance à avoir un biais plutôt occidental, pour pouvoir faire des échanges à l'international, pour faire contre-pouvoir. L'idée, ce serait de proposer du coup un système de paiement basé sur la blockchain. Il n'y a pas de crypto-monnaie là, on n'a pas écrit crypto-monnaie, donc pensez pas qu'on va spéculer sur un jeton BRICS, non. Et je pense qu'en termes de décentralisation, ce sera pas ça non plus. À mon avis, ça va tourner sur un truc type Hyperledger. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une blockchain sans jetons. Le côté blockchain, c'est bien parce que c'est la technologie de traçabilité et tout, mais sans la décentralisation, sans la crypto-monnaie. Donc bon, au final, c'est un système de registre distribué, tout ce qu'il y a de plus classique, quoi. Ensuite, on a l'épisode Do Kwon, donc fondateur de Terra Luna et du stablecoin UST et d'autres stablecoins, qui dans un premier temps remporte son appel au Monténégro pour empêcher son extradition aux États-Unis, parce que c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a moyen qu'il se soit fait découper. Pour rappel, hein, l'écosystème Terra Luna, c'était 40 milliards de dollars de capitalisation. On parle d'énormément d'argent. Et donc, il a réussi à empêcher son extradition aux États-Unis. Par contre, après le 23 mars, il va passer en Corée du Sud. Il est d'origine sud-coréenne. Il y a moyen qu'il se fasse découper. Ça va être une affaire à suivre très, très intéressante parce que moi, j'ai un biais que beaucoup de gens ne partagent pas. C'est qu'il a trop ouvert sa gueule, il a fait de la merde, mais il n'était pas fondamentalement un escroc pour moi. C'est juste qu'il a fait un protocole qui est parti en sucette. Mais pour moi, hein, c'est pas fondamentalement un escroc. Par contre, les dégâts sont tellement énormes que là, il va falloir passer à la caisse, tu vois. Donc, je pense qu'il va prendre très, très cher, personnellement. Aussi cher que SBF, hein, mais on va voir. Affaire à suivre après le 23 mars. Ensuite, on a l'Arizona, donc un État des États-Unis, qui envisage d'ajouter des ETF Bitcoin Spot à son fonds de retraite. Donc, tu vois, tout à l'heure, on parlait de BlackRock. Cette fois, ce serait l'État d'Arizona qui poserait des billes dans Bitcoin. Donc, pour le moment, c'est en discussion. Mais en tout cas, le signal envoyé est assez positif. Je me demande si ça n'a pas été validé. Je crois qu'on avait fait 2 tweets. Non, en tout cas, c'est bien. C'est très positif. Plutôt sympa. Ensuite, on a les clients de BlockFi qui étaient un peu comme Celsius, une solution d'investissement qui est partie à la cave après le crash Luna et compagnie, qui a réussi à négocier avec FTX pour récupérer un remboursement de 874,5 millions de dollars, dont 250 millions de dollars de créances de garantie. Ça veut dire que très rapidement, les clients devraient pouvoir retrouver leurs fonds et ça, c'est une plutôt bonne nouvelle aussi. On voit que ça se débloque sur Celsius, sur BlockFi, FTX, ça avance, MTGOX, ça avance. Petit à petit, on voit qu'en crypto, ça a tendance peut-être à bouger beaucoup plus vite que sur la finance traditionnelle. Donc voilà pour les actualités. Si tu as bien aimé cette vidéo condensée, sache qu'elle est extraite de notre chaîne YouTube Coin Academy. Du coup, si tu veux voir l'interview complète, je te laisse cliquer sur la miniature dans l'outro ou alors tu peux passer tout simplement par le lien dans la description.